Le clairon. Alors je vous le disais, hein, la politique spectacle continue. Emmanuel Macron, vous avez vu ça hier, a reçu à l'Élysée, hein, dans l'ordre, Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy, puis finale avec Xavier Bertrand, donc la gauche PS, puis la droite UMP, on les reconnaît et on apprend d'ailleurs soudainement, et Wikipédia va même jusqu'à changer sa fiche de poste avant même une quelconque annonce officielle, que la troisième voie finalement serait privilégiée, la voie dite technique, vous savez, pardon, la piste privilégiée par l'Élysée, en la personne de Thierry Baudet. C'est l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE. Alors d'après le Nouvel Obs, ce serait déjà arrêté depuis vendredi dernier. Le président Emmanuel Macron aurait contacté donc Thierry Baudet. Ils auraient discuté plusieurs fois. Ils se seraient même rencontrés 2 fois pendant le week-end. Et puis, d'après toujours le Nouvel Obs, Thierry Baudet aurait donné son accord dimanche soir. Donc finalement, tout est déjà arrêté. Alors pourquoi avoir organisé toute cette petite farandole du lundi? On ne sait pas, on va se poser la question. Il aurait accepté cette fonction à la condition de pouvoir donner un coup de barre à gauche. Je cite toujours le Nouvel Obs, qui cite lui-même un proche. Et puis alors, d'après Le Monde, le directeur de cabinet a même déjà été pressenti, donc de Thierry Baudet. Ce serait Bertrand Gaume, qui est préfet du Nord et des Hauts-de-France. Voilà. Il aurait été contacté déjà à ses fins. Alors, 2 questions se posent aujourd'hui. Finalement, pourquoi cette farandole des ténors de droite et de gauche de ce lundi? À quoi ça servait vraiment finalement? Est-ce que ça servait tout simplement à organiser une espèce de petit spectacle pour mieux rejeter le profil dit politique qui serait accusé de ne pouvoir gouverner dans une telle instabilité? Et le profil dit technique est-il véritablement une bonne solution en ces temps de haute tension purement politique? Eh bien, on en parle avec Ghislain Benessa. Bonjour Ghislain Benessa. Bonjour Clémence Diakova. Et Bonjour. merci d'être avec nous, avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur, ou encore En marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, toujours aux éditions L'Artilleur. Alors peut-être on peut s'arrêter sur la petite parade qu'on a eue hier, et puis le fait que tout avait l'air finalement d'être déjà écrit pour un deuxième type de profil plus technique qui est celui de Thierry Baudet. Et d'ailleurs, on apprenait aussi dans le Nouvel Obs qu'il était prévu que l'annonce soit faite mardi soir. Ah, vous savez, si on veut comprendre l'espèce de parade amoureuse jouée par Emmanuel Macron, parce que en fait, il invite les petits oiseaux, les différents petits oiseaux à venir se percher sur son arbre et à apprécier la beauté de son ramage, hein, quelque chose comme ça, et de Mhm. son plumage. Je pense que Emmanuel Macron a trouvé la solution parfaite pour mettre en pratique ce que je dis depuis 2 mois, et on a eu l'occasion d'en parler avec vous juste avant la trêve estivale, et j'en ai parlé avec Valentin aussi, Schirmer, durant l'été. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il a réussi à faire croire il tire toujours les marrons du feu. Mhm. C'est lui le patron. Donc il a tout perdu, et on en a parlé avec vous déjà, Clémence. Il a tout perdu, c'est-à-dire il a les européennes qui sont un désastre. Il a un premier tour des législatives qui sont un désastre. Après une démission qui est hasardeuse, incompréhensible, et pour certains l'ubris d'un enfant vexé par le peuple français, pour d'autres l'outil d'une sorte de vengeance par les urnes. Donc tout ça a abouti à un fiasco, il faut le dire. 3 blocs, l'illisibilité, un Parlement qui ne peut pas fonctionner. Bref, on ne va pas recommencer tout l'été avec les Mhm. JO. Et la vraie vie, c'est les JO, comme le disait Emmanuel Macron, en espérant sauver tout ça. Mais il n'empêche, aujourd'hui, il est le patron d'une boîte de nuit qui voit défiler tous les jours dans sa file indienne Laurent Wauquiez, Bernard Cazeneuve, Xavier Eh oui. Bertrand, bref, les ténors, entre guillemets, de l'UMPS sont tranquillement installés dans le fauteuil présidentiel pour réclamer un droit à devenir, ou plutôt pour essayer de devenir Premier ministre. Là-dessus, il faut être clair, pour moi, très simplement, il était évident depuis 2 mois que le bloc central allait garder le pouvoir. Il était évident que soit Gabriel Attal, qui finalement fait un peu trop d'ombre aujourd'hui, mais une sorte de supplétif à Gabriel Attal serait en place par la suite, ou alors qu'il sortirait de son chapeau un technicien, un homme technique, un inconnu, je veux dire, parce que là encore, et je dis toujours la même chose, mais je pense qu'il faut un jour que les Français comprennent, Emmanuel Macron n'est pas le président de la République, c'est un majordome choisi par Bruxelles pour faire de la politique qui est de la sortie de la politique, c'est-à-dire ne plus faire de politique. Donc il nous avait sorti du chapeau Jean Castex pour sortir du Covid, Jean Castex qui était l'inconnu absolu des Français, qui avait déjà été dans l'administration de Nicolas Sarkozy et qui était un Premier ministre, je veux dire, absolument contre-charismatique.
Il nous avait sorti du chapeau Élisabeth Borne, qui était donc une femme que, franchement, dont les Français se foutaient royalement et d'ailleurs qui elle-même ne voulait pas tellement le poste au début. Il avait un mal fou à trouver un casting de Premier ministre. Et maintenant, il fait de la politique pour en fait garder la main et potentiellement se choisir un technicien à la tête d'une institution, le Conseil économique, social et environnemental, dont tout le monde se fout, Oui. qui rend ces éternels rapports qui sont lus par personne et surtout qui Mais est un enfin, apôtre qui de la paye bien, hein, qui discussion paye bien quand même. qui paye bien, j'en doute pas, mais qui est un apôtre de la discussion, du bavardage et donc du Ah gain de oui, temps. ouais, non, Au mais fond, il fait la même chose qu'à l'époque du grand débat. Il gagne du temps en donnant l'impression que Jupiter est toujours au centre du jeu. Sur le fond, c'est une tactique eh oui, politicienne, c'est ce que j'allais dire. médiocre, mais qui marche bien. Oui, alors, j'aimerais qu'on aille sur cette tactique parce que quand même, je trouve que c'était quand même assez gros là, en effet. On apprend, ça fuite, mais ça devait être dit que mardi, donc le plan a été arrêté. On fait la tournée de la gauche, de la droite. Alors UMPS évidemment, hein, on va quand même pas aller voir un peu plus loin à gauche ou à droite. Et comme vous dites, c'est le côté, un patron de boîte de nuit, ou alors, oui, le côté un peu, le roi et sa cour. Alors tout le monde tourne autour de lui, il fait venir un peu la gauche, un peu la droite, tout ça pour faire un peu l'arbitre des grandes décisions. Et puis finalement, ce profil beaucoup plus technique, qui évidemment n'est pas apolitique, contrairement à ce que tout le monde veut faire croire. Mais je trouve que, comme vous le soulignez, c'est quand même bien joué, encore une fois. C'est-à-dire que d'abord, il siffle ces petits chiens de gauche et de droite et tout le monde vient. Déjà, c'est quand même. On pourrait aussi se dire qu'il pourrait y avoir une véritable opposition. Et puis, d'un autre côté, eh bien, la mise en scène est bien faite parce que on voit bien, là, tout le monde d'ailleurs reprend ses éléments de langage. Finalement, un autre profil tiendrait le bout de la corde. Ce serait plutôt un profil technique pour éviter des dissensions politiques. Et voilà que finalement, le récit roule bien, quoi. Le récit est bien mis en marche. Vous savez, j'ai dit chez vous, ailleurs, par écrit, tout ce que vous voulez, j'ai dit la même chose. C'est que j'essaye de raisonner de façon juste rationnelle, de rappeler qu'on a une constitution, vous savez, on a des institutions, on a des règles, on a Oui. des usages. C'est pas tout à fait stupide, vous savez, de temps en temps se souvenir qu'il y a des choses qui doivent fonctionner selon une certaine manière. Vous voyez, quand vous avez des enfants, Clémence, ou qui que ce soit, vous leur apprenez à jouer, à faire, à grandir au travers de règles du jeu. Mmh. Ils appréhendent le monde à Mmh. travers des règles. Vous voyez, c'est pas fait pour les chiens, quoi. Mmh. Emmanuel Macron se fout royalement Bah, des les chiens règles du aussi jeu, ont ou des règles d'ailleurs. plutôt pardon? Même les chiens ont des règles, peut-être plus Mais que. même les chiens, mais absolument, même les chiens ont des règles. Emmanuel Macron a défini de nouvelles règles. Donc lui, Jupiter, qui se voulait le grand artisan, ou plutôt le grand ordonnateur de la Ve République, version général de Gaulle, parce qu'il disait: je ne suis pas comme François Hollande, je vais mettre la verticalité, Oui. de la grandeur, un horizon, le cap, enfin bref, tout ça. Aujourd'hui, il n'en a que faire. Il s'en fout, c'est pas son problème. Il est en train de tordre les règles. Et je dis ça pourquoi c'est très simple. Parce que la seule issue d'une solution bloquée, provoquée dans le blocage, hein, et provoquée par celui qui voulait débloquer la situation. Mmh. Emmanuel Macron voulait débloquer une situation issue des européennes durant laquelle les Français ont dit clairement: on ne veut plus du bloc central, on ne veut plus, on va dire, de la Macronie, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, on va dire quelque chose comme ça. Emmanuel Macron a donc voulu débloquer la situation en prononçant la dissolution de l'Assemblée. Or, à son propre jeu, il a plus ou moins gagné, plus ou moins perdu, ça dépend comment on le voit, mais bref, il a sauvé la mise. Il s'est Mmh. sauvé sa mise, en fait. Là où c'est intéressant, c'est que il n'y a, on peut le dire aujourd'hui, plus d'opposition. La France, en fait, n'a plus d'opposition. Pourquoi? Parce qu'un opposant, et j'ai pas dit un ennemi, hein, je veux dire, parce que je dis pas d'être radical particulièrement, je ne fais pas de l'apologie. Moi, vous savez, contrairement à pas mal de gens, je fais pas tellement de l'apologie de l'insurrection. Je ne crois pas tellement au moment insurrectionnel. Je pense que dans l'histoire, les révolutions ne donnent pas forcément grand-chose. Ça dépend des révolutions, mais j'ai toujours modéré là-dedans parce que je pense que le peuple perd davantage que les élites et la bourgeoisie qui arrivent toujours à À se s'en tirer sortir, évidemment. ouais, exactement. Dixit, la Révolution française et d'autres moments. Mmh. Je dis ça parce que, en réalité, il n'y a pas d'opposition parce que un opposant à Emmanuel Macron à l'intérieur même du jeu politique, et je dis ça de RN, des LFistes ou des autres, franchement, peu importe, aurait dû réclamer qu'Emmanuel Macron respecte les institutions, c'est-à-dire démissionne à la suite de la dissolution manquée. Or, vu que personne ne réclame la démission, vu qu'à part quelques vagues sons de cloche, personne ne réclame qu'il tire les leçons gaulliennes des défaites qu'il a subies, Ouais. évidemment, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il est tranquillement installé,
il tire comment dire, il oriente le jeu tel qu'il en a envie, il modifie les règles et finalement il installe dans l'Élysée, à l'Élysée, l'idée qu'il y a un casting, c'est-à-dire que les gens, les ténors, sont soumis à la volonté présidentielle. Donc il a réussi à faire croire qu'il n'avait pas perdu les législatives, il a réussi à installer les opposants en réalité en qualité de caniche de la volonté présidentielle, et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un patron, des gens couchés devant lui et personne pour se lever pour réclamer d'être un opposant. Je donne un exemple précis. Tous les gens dont vous avez parlé, Laurent Wauquiez, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand et tous les autres qui viennent le voir depuis quelques jours auraient dû venir le voir, certes, pour réclamer son départ. Non pas pour réclamer un poste, mais pour dire Et tu m'invites, je suis chez le président de la République que les Français ne veulent plus, qui a perdu les élections, je réclame le respect des institutions, c'est-à-dire la démission du président, donc l'élection d'un nouveau président qui prononcera la dissolution de l'Assemblée nationale pour remettre le compteur à zéro. ouais, mais Ça visiblement, s'appelle l'appât du les gain est institutions trop françaises. important. Visiblement, l'appât du gain est trop important et tous nos politiques ont cédé aux sirènes. Oui, alors oui, l'appât du gain, mais vous savez aussi, plus généralement, on a les élites qu'on mérite, malheureusement. Le général de Gaulle le disait, c'est pas nouveau. Mm. On a les élites qu'on mérite, c'est-à-dire, je ne veux pas faire de l'apologie des gens qu'on a eu il y a 20 ans qui ont trahi tout autant que les traîtres d'aujourd'hui. Mais tout de même, si on prend 30 ans de politique, on a quand même globalement un affaissement du niveau intellectuel, un affaissement du socle intellectuel de nos politiques, et donc l'idée petit à petit qu'on a non pas des opposants ou même des hommes politiques, mais on a des majordomes. Nous avons des majordomes, voire même des sommeliers. Vous voyez, le personnel politique, c'est le sommelier de cette soirée. C'est-à-dire, Laurent Wauquiez a réclamé le droit d'ouvrir sa petite bouteille de vin et de conseiller les plus belles effluves à Emmanuel Macron. C'est tout ce qu'il a fait. Or, un chef réclame de cheffer. Mm. Charles Pasqua disait ça, il faut le réclamer aujourd'hui. Il faut s'installer dans la peau d'un opposant. Il faut s'installer dans le costume présidentiel. Alors, Mais vu que ouais. personne n'a l'étoffe et qu'Emmanuel Macron le sait, au fond, il dirige le pays tel le dernier patron de bistrot qui sait très bien qu'à côté de lui, les petits bistrotiers n'auront jamais ni les couilles ni les talents pour prendre sa place, tout simplement. Alors, on apprend par l'IB que le président de la République refuserait donc une cohabitation. Il souhaite nommer les ministres des Affaires étrangères et des Armées, mais aussi les occupants de l'Intérieur et de Bercy. Et puis que le locataire de Matignon ne doit pas approcher la réforme des retraites. Donc déjà, il a sa petite liste de courses avec lui. Et puis alors, selon le Challenge, le profil de Thierry Baudet, on apprend qu'il est franc-maçon et que son entourage se désole de son absence de conviction et sa propension à ne pas trancher. Ça veut quand même dire beaucoup sur le profil que recherche finalement Emmanuel Macron. Alors, quand on parle de profil technique, comme vous l'avez dit, enfin, ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne encore même si vous l'avez déjà beaucoup fait à d'autres antennes, mais qu'on rappelle que technique, en gros, ça ne veut pas dire grand-chose à part, en effet, soumis à Bruxelles. Et puis, là, on voit bien ce côté absence de conviction et ne pas trancher, ce serait absolument parfait pour Emmanuel Macron. Deux choses. Alors, quand vous dites qu'il a sa liste de courses, ça veut dire quoi? Prenons du champ. Il y a deux façons. Alors moi, la deuxième façon me plaisait déjà pas beaucoup, mais théoriquement, quand un président perdait des élections, soit il démissionnait, ça s'appelait le général de Gaulle, soit il cohabitait. Ça s'appelait notamment François Mitterrand et Jacques Chirac. 86, 1993, 1997, trois défaites, trois cohabitations. Mais cohabiter veut dire avoir dans le fauteuil quelqu'un qui vous aime pas beaucoup. En tout cas, même si l'UMPS dure depuis longtemps, quelqu'un qui formellement n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous. Manifestement, Emmanuel Macron ne démissionnera pas, c'est-à-dire qu'il s'assoit, il viole une première fois l'esprit de nos institutions. Manifestement, il ne cohabitera pas, puisqu'il veut un profil à sa main, ce qui veut dire qu'il viole une deuxième fois nos institutions. Donc désormais, nous avons quoi? Nous avons un président en train d'inventer une nouvelle Ve République, qui est une république dans laquelle, tant pis pour les élections, tant pis pour le peuple, tant pis hier pour le référendum, aujourd'hui pour le suffrage, de toute façon, je resterai en place, puisque rien ne me pousse et ne me contraint à partir. Première remarque. Deuxième, sur le profil de Thierry Baudet. Soyons absolument clairs. Je ne connais pas Thierry Baudet. Je vous avoue, jusqu'à hier, moi, le Conseil économique, social et environnemental ne hantait pas mes nuits. Je sais que Thierry Baudet a joué un rôle non accessoire dans la Convention citoyenne sur la fin de vie, ce qui veut dire que déjà, on sait que c'est un euthanasiste. C'est un homme qui est plutôt favorable à ça. C'est aussi un type qui était manifestement très hostile à la La réforme réforme. sur la loi immigration. On a comment dire, des extraits Twitter qui circulent depuis hier, Oui. où manifestement ce sympathique Thierry Baudet considérait que c'était les heures les plus sombres que de réclamer un référendum sur l'immigration. Donc
Bref, tant pis pour le peuple, la démocratie, c'est la convention citoyenne, hein, cette magnifique démocratie sélective, Mmh. participative, post-démocratique et surtout lamentable. Donc tout ça, on comprend. Mais il faut bien comprendre que, en fait, que veut dire un profil technique? Qui est Thierry Baudet? Thierry Baudet est l'homme des conciliabules. Thierry Baudet, il est l'homme de la démocratie participative. Thierry Baudet, il est l'homme des outils soi-disant inventés pour revivifier la démocratie, pour ne surtout pas en réalité utiliser la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, c'est-à-dire le référendum et l'élection. Bref, c'est un type qui, je suis certain, va nous expliquer que la démocratie, c'est partout, sauf dans les urnes, dans la rue, dans les bureaux de vote et au référendum. En gros, un démocrate qui ne l'est absolument pas. Vous voyez, c'est les Oui. profils classiques. Parce qu'en fait, la technicisation de la vie démocratique, c'est ça. C'est le remplacement de la démocratie par l'épistocratie, c'est-à-dire par le gouvernement des experts. Le gouvernement des experts étant le gouvernement des sachants, qui savent mieux que le peuple ce que veut le peuple pour ne jamais confier les clés du camion au peuple, c'est-à-dire au suffrage universel. Donc, Thierry Baudet est choisi potentiellement, est choisi par Emmanuel Macron pour congédier la politique, qui était déjà une politique de petit pied, parce qu'il faut être clair, Xavier Bertrand n'aurait pas franchement donné un coup de barre à droite à Emmanuel Macron, il faut être clair. Je veux dire, Xavier Bertrand, il a environ le charisme et la zone d'influence auprès d'Emmanuel Macron qu'un juriste Groupama, d'accord? J'ai rien contre les juristes Groupama, mais je pense pas qu'on fait une politique avec un agent d'assurance. Ça me Mmh. paraît très discutable. Donc, cet ex-assureur devenu président de conseil général ou conseil régional n'aurait pas donné un coup de barre à Emmanuel Macron. Faut pas déconner, le chef, on sait qui c'est. Ce qui veut dire que plutôt que de faire la politique avec des gens qui ne font déjà plus de politique, parce que de toute façon, ce ne sont pas des véritables opposants, Emmanuel Macron dit, bah, vu que j'ai pas d'opposants rêvés, vu que j'ai personne à l'intérieur du sérail, je prends un profil technique qui est un profil soi-disant apolitique, qui est en fait un profil adémocratique. Mmh. Parce que les experts et les techniciens sont tous sauf des démocrates. Ils veulent remplacer la démocratie par des substituts, par ces énièmes conseils et institutions qui font la politique dans le dos, dans ces espèces d'endroits où ils sont payés une blinde. Ils sont entourés de conseillers, souvent sur une ligne connue depuis longtemps, qui s'appelle le bloc central, hein, le gouvernement des experts. Donc, au fond, on remplace la politique, ou plutôt on fait semblant de faire la politique, en la remplaçant par officiellement une autre chose que la démocratie, j'ai envie de dire, ça a le mérite de la clarté. C'est-à-dire que quelque part, s'il voulait Thierry Baudet, Emmanuel Macron, il dirait officiellement, j'étais le président de sortie de la politique, j'ai été le président qui ne voulait pas faire de politique. Il disait ça il y a 7 ans. Oui. Il finira par dire, finalement, j'ai choisi à mes côtés un majordome ou un sommelier qui, de toute façon, lui, ne fait plus de politique parce qu'il est définitivement sorti de l'ère démocratique. Ouais, ça c'est très important, je pense, de le rappeler, hein, que ce profil dit technique est en fait apolitique et adémocratique. Je pense que ce sera vraiment les mots qu'il faut retenir. Je voulais juste vous interroger sur cet élément également, hein. On est toujours dans les, quand même, les sorties de démocratie graves. Le gouvernement qui envisage de décaler le bouclage du budget pour 2025. Ils se rendent compte que là, le calendrier ne tiendrait pas. Donc l'exécutif étudie la possibilité de ne pas respecter la date fixée par la loi du 1er octobre pour transmettre le projet de loi de finances au Parlement, ce qui serait également une première. Je voulais vous faire réagir à cela. Bah, vous savez, un budget, c'est quoi? Enfin, qui fait le budget? Le budget, il est réalisé, il est préparé par les services de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, et il est transmis au Parlement pour vote. Ce qui veut dire qu'il faut un gouvernement pour faire le budget. Ça paraît évident, mais on n'en a plus beaucoup, hein. On a un gouvernement démissionnaire. On discutait avec vous la semaine dernière, je crois, Oui. des propos de Madame Oudéa Castéra sur le fait qu'elle ne se sentait plus vraiment. Elle se sent toujours ministre, même si elle est Oui, ministre elle ne démissionnaire. se sent pas Donc on est démissionnaire. Oui. exactement. Donc on est, pardonnez-moi, dans cet entre-deux invraisemblable. Cet entre-deux donne difficilement comment dire, l'opportunité de rédiger le budget, je veux dire, c'est clair. Et ce que va faire le gouvernement, à mon avis, c'est il va tenter de trouver une fenêtre de tir pour présenter le budget une fois qu'il aura calmé la situation et trouvé l'opportunité de dégager une majorité sur un budget à minima. Mais là encore, je sais que, alors, on en parlera peut-être à votre antenne dans quelques temps, si vous me réinvitez pour en parler, mais soit il y aura l'hypothèse d'un 49.3, c'est-à-dire d'un passage en force sur le budget, et en plus, il existe des modalités pour discuter du budget d'une façon plus souple qu'un projet de loi classique, on va dire. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, sait très bien que, là, en gros, il sait quoi? Il sait que depuis 2 mois, il a déconné plein tube en termes d'agenda, je le dis clairement, qu'il a gagné du temps et que sur le fond, le temps le lui a bien rendu, hein, parce que le 3 septembre, qui aurait imaginé que ceux qui pensaient avoir gagné les élections passent un casting, je veux dire, comme ça, jour après jour. Ouais. Il a gagné du temps, mais maintenant, il faut accélérer.
dans l'hypothèse d'un budget où de toute façon, il y a des méthodes alternatives pour en catastrophe trouver ce budget. Pas être évident, il a le mois de septembre, c'est sa rentrée, mais honnêtement, la rentrée en position de force d'Emmanuel Macron, il faut le dire vraiment, c'est une rentrée volée, c'est une rentrée en viol de la Constitution, mais c'est une rentrée, mine de rien, dont, à mon avis, personne ne rêvait de la Macronie il y a 2 mois. Je vous rappelle que les macronards, les macronistes étaient en PLS, voire en dépression profonde le 3 juillet. Voilà que finalement, on a un bloc central tranquille qui va préparer le budget en retard, mais qui existe toujours. C'est une sacrée victoire. Mmh. Merci beaucoup, Guilain Benessa, pour ce franc-parler et cette analyse, je pense, dont on a vraiment besoin. Comprendre ce qu'il y a derrière un profil dit technique. Merci encore, Guilain Benessa.